À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov, on va commencer ce journal par l'annonce faite hier de la mort d'un officier de Tsahal. Oui, effectivement, il s'agit du capitaine David Chazout, 21 ans, d'Ashkelon. Le capitaine Chazout était officier de la brigade de combat de Golani. Il a été tué dans la nuit de samedi à dimanche au sud Liban lors d'un accrochage avec un terroriste du Hezbollah qui s'était tenu en embuscade dans la cage d'escalier d'un bâtiment et qui a surpris une patrouille de soldats israéliens conduite justement donc par le capitaine Chazout. Hier soir, les obsèques du capitaine se sont tenues au cimetière militaire d'Ashkelon en présence d'une foule importante venue lui rendre un ultime hommage. Que son souvenir soit béni. Et le président libanais Joseph Aoun a réagi hier pour la première fois à la signature de l'accord entre son pays et Israël vendredi dernier. Oui, selon le président Aoun, cet accord n'est qu'une première étape sur la voie d'un rétablissement plein et entier de la souveraineté du Liban sur l'intégralité donc de son territoire. Notre objectif est qu'il n'y ait plus d'occupation, plus de prisonniers, plus de tutelle étrangère, a dit le président Aoun. Et nous prenons l'engagement de poursuivre nos efforts en ce sens. Dans le même esprit, le premier ministre libanais Nawaf Salam a affirmé que cet accord visait avant tout le retrait d'Israël de l'ensemble du territoire libanais. Enfin, Samir Jadja, le dirigeant des forces libanaises chrétiennes, a salué aussi l'accord en affirmant qu'il s'agissait de la décision politique la plus importante prise par un gouvernement libanais depuis 50 ans. Cependant, selon certains médias arabes, si l'accord conclu ne devait pas être concrétisé, bien il est probable que les combats reprendraient au sud Liban avant même le mois de septembre prochain. Dans le dossier iranien, c'est la paralysie totale dans les pourparlers après la nuit très tendue entre samedi et dimanche. Oui, je vous rappelle que les forces américaines ont bombardé durant cette nuit des cibles iraniennes et qu'en représailles, les Iraniens avaient frappé des cibles américaines au Koweït et au Bahreïn. Les Iraniens ont affirmé au cours des dernières heures qu'ils ne participeront pas aux pourparlers sur l'accord conclu avec les Américains. L'un des conseillers du guide suprême, Mortaba Khamenei, a déclaré que les Américains, je le cite, ne sont pas intéressés à mettre l'accord en application à la suite de leur humiliation sur les champs de bataille et à la table des négociations avec les Iraniens. Et puis, dans politique intérieure, le Likoud a décidé que les élections primaires auront lieu le 4 août prochain. Oui, effectivement, les élections devront permettre la formation de la liste électorale du parti aux prochaines élections législatives. Cette décision sonne le glas de l'intention du Premier ministre Netanyahou de déterminer lui-même l'essentiel ou de la totalité, voire même de la liste électorale. On sait que le Premier ministre Netanyahou voudrait pouvoir intégrer dans cette liste près d'une dizaine de candidats qu'il désignera lui-même. Mais en attendant, M. Netanyahou va tenter de prouver son influence en recommandant aux électeurs du Likoud de former une liste, je cite, jeune et attractive. Et on connaît désormais les termes du projet de loi, Daniel, visant à stopper les arrestations d'étudiants de yeshivot réfractaires au service militaire. Oui, ce projet de loi a été révélé hier en Conseil des ministres. Il vise à geler les arrestations des élèves des yeshivot qui refusent de s'enrôler dans Tsahal. Ce projet de loi prendra effet immédiatement après avoir été voté. L'objectif des partis orthodoxes, mais aussi du Premier ministre israélien, c'est donc de le faire valider avant la dissolution du Parlement qui devrait intervenir dans les 15 prochains jours. Attention, ce projet de loi prévoit que pour espérer échapper aux poursuites de la police, eh bien, ces élèves des yeshivot réfractaires devront prouver qu'ils étudient chaque semaine entre 40 et 45 heures. Ce sont des inspecteurs qui viendront faire cette vérification à l'intérieur des yeshivot et des kollélim du monde orthodoxe. Et puis on va terminer ce journal, on l'annonçait par cette disparition prématurée du Rav Ron Chaya hier à Jérusalem. Oui, le Rav Ron Chaya a été l'une des figures rabbiniques les plus connues dans la communauté orthodoxe francophone à Jérusalem et dans tout Israël. Il avait créé et dirigé la yeshiva de Yeshuot Yosef à Jérusalem. Il était le maître de milliers d'élèves depuis plusieurs décennies. Le Rav Ron Chaya avait 66 ans à peine. Il était depuis 2 semaines dans le coma à la suite d'une opération. Que son souvenir soit béni. Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures 31 degrés à Jérusalem, 29 degrés à Tel Aviv sur le littoral, 35 degrés à Beersheva et 41 degrés à Eilat.
Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weidman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on vous a sollicité parce que, les choses commencent à bouger un peu au Likoud, on va dire. Il a été décidé que les primaires auront lieu le 4 août prochain. Et puis aussi, on a entendu une déclaration du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a annoncé sa première réaction à l'accord entre le Liban et Israël et qui a rajouté une petite phrase qui a attiré, on va dire, les observateurs politiques, à savoir que lui, s'il était réélu Premier ministre, il formerait un gouvernement d'union nationale. On va commencer par cette déclaration. Elle est un petit peu surprenante dans le contexte actuel. On est encore loin des élections. La date n'a même pas encore été fixée. Pourquoi Binyamin Netanyahou a-t-il ressenti le besoin d'exprimer cette volonté de former un gouvernement d'union nationale, à votre avis ? Alors, pour être tout à fait précis, il a dit qu'il voulait un gouvernement national élargi. Oui. Même Shala Leumit Rechava, oui. En hébreu. C'est pas forcément exactement la même chose, mais enfin, bon, en gros, je pense que c'est quand même son intention. Je pense simplement parce que c'est le sentiment de la majorité du public israélien. Vous savez, ça fait de très nombreuses années maintenant qu'on est dans dans une configuration politique qui est extrêmement clivante et clivée, avec beaucoup, je ne sais pas si le mot haine est approprié pour tout le monde, mais en tout cas, dans certains cas, oui. Et beaucoup de conflits politiques. Et je pense qu'Israël a besoin aujourd'hui d'avoir un climat politique qui soit plus tempéré, je dirais. Et c'est un peu le sentiment qui n'est pas simplement mon sentiment, c'est le sentiment, je pense, d'une large partie du public israélien. Et Netanyahou essaye simplement de parler à ce sentiment public pour ramener à lui tout un tas de gens qui probablement ont quitté le Likoud ces dernières années. Alors, quelle est l'atmosphère qui règne au sein du Likoud aujourd'hui après l'annonce donc des primaires pour le 4 août? On sait que Binyamin Netanyahou aurait voulu peut-être même lui-même déterminer l'intégralité de la liste et peut-être dans le pire des cas se contenter d'une dizaine de candidats de son choix à insérer dans la liste électorale du Likoud. Qu'est-ce que Binyamin Netanyahou peut espérer de cette liste électorale qui sera formée le 4 août prochain? Ce sera une liste qui apparemment, il a obtenu 11 nominations, c'est quand même beaucoup, je crois que c'est sans précédent, dont la majorité seront dans les peut-être 25 premières places ou 30 premières places, ce qui veut dire que Netanyahou pourra de facto façonner une grande partie de la liste, et en particulier, apparemment, mettre plusieurs noms, même dans les 10 premières places du Likoud, parce que ce qu'il veut, c'est un petit peu donner une autre image du Likoud, justement, qui soit moins clivante, qui soit peut-être plus, entre guillemets, modérée, en sens où elle appellera plus au centre de la société israélienne, peut-être un peu plus laïque, un petit peu plus féminisée, un petit peu, enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, l'idée, c'est de donner une image qui soit un petit peu différente. Et ce qu'on a entendu hier ou avant-hier, donc du Premier ministre, c'est une ébauche de campagne qui sera justement plus dans une pareille direction. Comment on peut rendre une liste électorale séduisante lorsque, en fait, les votants, ce sont près de 100 000 électeurs du Likoud, c'est pas tout à fait évident. On sait que la liste électorale aux dernières élections du Likoud a été surtout formée à l'aide de deals, on va dire de marchés entre les différents candidats, les différents groupes de pression. Comment on fait pour essayer de fournir une liste véritablement attrayante? En gros, on essaie d'amener des gens qui n'auraient peut-être aucune chance dans le cadre de primaires, qui soient simplement des gens connus du grand public et qui donnent de nouveau une image, entre guillemets, moins droitisée,
du Likoud. Je pense que c'est ce que Netanyahou va essayer de faire. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas dans ces petits papiers, mais a priori, c'est ce qu'il va essayer de faire. Lorsqu'on voit par exemple une candidate, je suis désolé de la nommer, mais il s'agit de Tali Gottlieb, laissez-moi deviner. Voilà, de Tali Gottlieb, on se pose des questions parce que tout actif qu'elle puisse être, d'une certaine manière, on se dit, est-ce que c'est véritablement le visage du plus grand parti de la droite israélienne, du parti au pouvoir depuis plusieurs décennies? Oui, alors je dois dire mon grand dépit, c'est malheureusement le cas. Alors on verra, je pense pas qu'elle va gagner les primaires, mais elle est malheureusement Ah non, non, populaire. d'après les sondages, elle est très, très haut placée Oui, dans les primaires. sondage, vous savez. Sondage dans les primaires, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Mais enfin, elle a un certain niveau de popularité qui semble être indéniable. Et moi, je peux vous dire que je l'ai personnellement vue à la Knesset dans des commissions où elle ne fait rien. Elle fait rien. D'ailleurs, elle a absolument rien fait ces 4 dernières années. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle arrive en commission, Elle parle. elle s'assoit, elle attend que que les caméras soient sur elle, et elle commence à hurler. À hurler, elle crie comme une démente pendant 10 minutes, fait beaucoup de bruit, et puis ensuite elle part. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'elle fait systématiquement. Donc elle n'a absolument rien Je vous fait. repose la question. Comment faire pour intégrer dans la liste électorale du plus grand parti de la droite Ben, les gens israélienne qui sont pas comme ça. des personnalités qui, Ils sont pas comme ça. Oui. Alors, comment on fait? Ils sont pas comme ça. Ben, il faut intégrer des gens. Et puis malheureusement, moi, vous savez, on a cette discussion à la fin en ce moment parce que justement grâce aux primaires, parce que voilà, j'ai créé un groupe, etc. Mais vous savez, la réalité, c'est que ces primaires, en fait, hein, malheureusement, ça n'a pas prouvé, ça n'a pas montré, en fait, que c'est quelque chose qui a quoi que ce soit à voir avec la démocratie. Malheureusement, ce que ça encourage, c'est justement des élus à se comporter de manière, Un peu corrompu, on va dire. ouais, non, c'est même pas corrompu, c'est comme des sauvages. C'est le pire exemple, c'est elle, mais il y en a d'autres, sans donner des noms, mais enfin, il y en a d'autres. Vous aussi, De gens qui passent leur temps à rien faire de concret et simplement qui hurlent parce que ça va plaire à une frange comment dire, voilà, des membres du Likoud. Et malheureusement, je crois qu'il y a aujourd'hui un processus, et c'est ça qui est vraiment inquiétant. C'est pas la liste, c'est la conséquence. Il y a au sein, en particulier des adhérents du Likoud, mais de manière générale, je crois au sein de l'électorat israélien, à gauche comme à droite d'ailleurs. Et même d'ailleurs, c'est un peu un problème international. On le voit aux États-Unis, on le voit ailleurs. Il y a une radicalisation qui est extrêmement dangereuse et qui donne la primauté au paraître, de nouveau au cri, parce qu'il suffit d'insulter la personne qui est en face pour devenir populaire, parce que c'est ça qu'il s'agit, aux dépens du travail authentique pour le bien de la société israélienne. Tout ça est très inquiétant, dangereux. Moi, je peux pas vous dire que je suis fier de Ça veut dire cette que vous, situation. C'est vraiment tragique. si vous deviez murmurer à l'oreille de Binyamin Netanyahou, vous lui diriez laisse de côté les primaires, forme-toi la liste et on te fait confiance. Complètement. Moi, mais je l'ai dit depuis des années, hein. Moi, je pense que que tout ce système, il faut qu'il disparaisse. Moi, je préférais absolument que Netanyahou fasse la liste de A jusqu'à Z. Comme d'ailleurs Bennett fait sa liste, comme Lapid fait sa liste, comme Lieberman fait sa liste, comme presque tous les partis d'Israël, il y a une personne ou peut-être un petit groupe de personnes qui font la liste. Et puis voilà. Et c'est comme ça que ça devrait être parce que on éviterait tous ces phénomènes. On éviterait aussi des phénomènes comme Chaim Katz, le Oui. ministre qui est le représentant, n'est-ce pas, de la tasse avirit, c'est-à-dire Des des industries industries aéronautiques. aéronautiques, mais qui sont juste là, en fait, pour profiter du système, pour obtenir des avantages aux dépens du public, en fait. Et des gens comme ça, etc., ça va pas. Non, non, je pense que ces systèmes a malheureusement fait faillite. Il faut s'en débarrasser. Vous avez le sentiment que Binyamin Netanyahou, il est prisonnier de ce système? Bien sûr, bien sûr qu'il est prisonnier. Parce qu'à la fin, il est dans le Likoud. Le Likoud, faut quand même pas oublier, il a la valeur du mot Likoud, Machal. Ça a une valeur politique qui est très importante.
c'est pas simplement Netanyahou, c'est le Netanyahou et le Likoud. Le Likoud aussi a un mot tag, c'est-à-dire un branding qui est très important depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est pas tellement évident de renoncer à ce branding. Donc Netanyahou est coincé dans le Likoud. Je pense que alors il a jeté même hier une espèce de comment dire de menace en disant bon écoutez si vous ne me donnez pas ce que je vous voulez ce que je veux en fait eh bien je peux quitter le parti. Ouais. Alors mais le problème c'est que c'est une menace qui est à moitié crédible seulement parce qu'on comprend bien que Netanyahou sans le Likoud, sans les infrastructures de Likoud, sans les gens autour, ben, il serait probablement moins fort. Et pourtant, Donc, si vous par voulez, exemple, pourtant dans l'histoire du Likoud, il faut d'ailleurs le rappeler, le Likoud n'a eu que 4 leaders en plus de 50 ans d'existence. C'est-à-dire, il y a eu l'épisode Sharon où Sharon a pris son courage à deux mains et il a quitté pour former Kadima. Donc une telle option, ça pourrait être envisageable aussi pour Netanyahou. c'est tout à fait possible. C'est parfaitement possible. Moi, personnellement, je le souhaite parce que je pense que c'est devenu. Je pense que c'est les dommages pour l'État d'Israël à ce stade sont pires que euh, Les avantages. les avantages qu'on peut en tirer. Mais je ne sais pas s'il va. Je pense pas que c'est pas le tempérament de Netanyahu tellement de Oui. faire ça. Donc je ne pense pas qu'il va le faire, mais c'est pas exclu. On verra. C'est ça. Ce sera sa décision. Une dernière question, Amir, avec un petit peu de recul. Ce qui s'est passé ces dernières semaines, la crise avec les États-Unis, avec Donald Trump, c'est quelque chose qui, à votre avis, affecte Binyamin Netanyahou ou alors ça peut le renforcer. Est-ce que vous, par exemple, hier je lisais que Binyamin Netanyahou hésitait à sortir publiquement contre le président américain. Certains de ses conseillers lui ont conseillé justement de le faire, de se dresser contre Donald Trump, qui n'est plus tellement populaire en Israël. Vous pensez que cette relation contrariée, elle risque de porter tort à Netanyahou en perspective des élections ? Non, moi je crois pas. Je pense pas parce qu'à la fin, ce qui est intéressant aujourd'hui euh, pour Israël, ce qui est important, c'est de quand même protéger la relation avec les États-Unis. Au-delà de la personne de Trump, au-delà de la personne de Netanyahou, il y a deux États, deux peuples, et la relation entre Israël et les États-Unis est tout de même extrêmement, extrêmement importante. D'ailleurs, j'observe que c'est pas seulement contre Trump que Netanyahou n'avait pas parlé. Il n'avait pas parlé non plus contre le président américain, c'est-à-dire contre Biden, tant que Biden était président. Après, oui, mais tant que Biden était président, il n'a rien dit. Alors, il a essayé de gérer le mieux possible les désaccords, mais il n'y a pas eu de manière frontale d'attaque de Netanyahou contre Biden. Et on comprend tous les raisons pourquoi. Pourquoi c'est le cas? Parce que voilà, Israël est un petit pays, qu'on a besoin des États-Unis, qu'on ne peut pas se permettre de se mettre à dos les États-Unis. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit de ce point de vue-là. Et je pense que Netanyahou a suffisamment d'expérience pour justement gérer cette relation comme il faut, avec ses hauts et ses bas. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, ce matin, on s'est focalisé sur ce qui se passe à l'intérieur du Likoud, tout en rappelant, comme on l'a fait déjà, que la date des élections n'a toujours pas été fixée. D'ailleurs, c'est une question, c'est-à-dire pourquoi vous pensez qu'il essaye de gagner du temps, là, Binyamin Netanyahou, ou parce que finalement... Son intérêt est que les élections soient le plus tard possible. Donc, c'est possible qu'elle soit le 20 ou le 27 octobre, en fait. Bon, voilà. Tout à la fin du mandat. En fait, du mandat. Voilà. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Amir, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne journée, bonne continuation. À bientôt. Merci, bonne journée. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, c'est un visage souriant qui s'affiche ce matin en première page des grands quotidiens israéliens et des sites d'information.
Oui, effectivement, et ce visage, Ilana, c'est celui du capitaine David Razout, 21 ans, originaire d'Ashkelon, officier de la brigade Golani, qui a été tué au combat dans la nuit de samedi à dimanche. David Razout a été tué lors d'un affrontement direct avec des terroristes du Hezbollah dans la région de Dir Syrian, au sud du Liban. Selon les premiers éléments de l'enquête de Tsahal, un terroriste qui s'était caché dans la cage d'escalier d'un bâtiment a ouvert le feu sur la patrouille commandée par le capitaine Razout. Des milliers de personnes ont accompagné le capitaine Razout hier vers sa dernière demeure dans le cimetière militaire d'Ashkelon. Et puis le Yediot Aharonot annonce dans le haut de sa première page la suspension des pourparlers annoncés hier entre Iraniens et Américains. Oui, une suspension qui est intervenue après une nuit d'affrontement entre les forces américaines et les Iraniens, dans la nuit donc de samedi à dimanche. Mais le journal se préoccupe plus ce matin du dossier israélo-libanais après la signature de l'accord vendredi entre les deux pays. Le Yediot Aharonot insiste sur la personnalité de l'ambassadrice au Liban à Washington, du Liban à Washington, qui depuis la signature de cet accord est menacée de mort par les supporters du Hezbollah, tandis que le Israël Hayom, lui, nous annonce en première page que le président libanais Joseph Aoun aurait obtenu des Américains des garanties afin qu'ils le protègent face justement à ces mêmes menaces de la part de supporters du Hezbollah. Nahum Barnea, dans le Yediot Aharonot, toujours se penche ce matin dans son édito sur la parution d'un livre qui décrit le tempérament caractériel, on peut le dire, de Donald Trump. Oui, un livre publié aux États-Unis qui nous décrit le président américain sous un jour très problématique, imprévisible, instable, colérique. Trump et toutes ses faiblesses, affirme Nahum Barnea, et un livre qui, selon Barnea, nous relate comment Netanyahou a persuadé Donald Trump de partir en guerre et quel est le prix que le Premier ministre israélien est en train de payer pour cela. Dans ce livre, Donald Trump se compare à Staline, Mao, Hitler et Napoléon, et oui. Et Barnea suggère à Netanyahou de se méfier lorsqu'un homme se compare à de tels dictateurs. Ce matin, Daniel, les manchettes des quotidiens israéliens se focalisent également sur la violence et la délinquance meurtrière dans le secteur arabe israélien. Oui, tant le Yediot Aharonot que le Israël Hayom mentionnent ce matin en manchette donc, sur l'essentiel de leur première page également les 5 assassinats enregistrés en moins de 12 heures dans le secteur arabe israélien. Le Israël Hayom nous montre 4 des sites de ces meurtres là où ils se sont produits: Taïbé, Kalansawa, Yafo et même à Holon. Et le journal titre « Où est la sécurité intérieure des Israéliens ?» En réponse, le journal affirme « Il faut restaurer la dissuasion » et la manchette du Yediot Aharonot, elle est encore plus impressionnante que celle de Israël Hayom puisqu'elle est faite d'une répétition en blanc et rouge sans du mot assassinat, Retzach en hébreu. Et le journal recense 141 meurtres depuis le début de l'année, essentiellement dans le secteur arabe israélien. Et en page intérieure, le Yediot Aharonot souligne « Ce sont les enfants qui souvent paient le prix des batailles rangées au sein de la pègre arabe israélienne. » Et justement, dans le Yediot Aharonot, on peut lire ce matin l'édito douloureux de Khouloud Adrias, la directeure d'une association qui lutte contre la délinquance dans le secteur arabe israélien. Oui, Khouloud Adrias nous explique qu'elle connaissait l'une des victimes assassinées hier. Elle se demande comment un pays aussi développé que l'État d'Israël ne parvient pas à juguler ce fléau. Combien de temps et de victimes devrons-nous décompter avant de comprendre qu'il ne s'agit pas là d'un problème de la communauté arabe israélienne, mais bien d'un problème national, écrit-elle ce matin dans le Yediot Aharonot. Et dans le Israël Hayom, ce matin, on peut lire un dossier sur les fermes qui ont jailli ces derniers mois sur les hauteurs de Judée et de Samarie. Oui, il s'agit d'un dossier signé Yotam Desha qui, avec une interview du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui affirme que ses adversaires politiques débattent actuellement avec les Européens de l'évacuation d'au moins une partie de ces fermes, de l'évacuation de nouvelles localités qu'il a construites au cours des dernières années et d'un retour à la table des négociations en vue d'un accord avec les Palestiniens. Donc une mise en garde, on va dire, de Bezalel Smotrich dans cette interview. Et en marge, Yotam Desha évoque un plan visant à prendre le contrôle par Israël de 100% de la zone A, qui est sous contrôle exclusif palestinien, ce qui signifierait de facto la fin des accords d'Oslo. Et puis enfin, pour terminer, le Israël Hayom mentionne en évidence ce matin, Daniel, le dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot. Oui, Nadav Haetzny nous résume la loi visant à accorder une immunité aux élèves des yeshivot qui seraient déserteurs ou réfractaires au service militaire. Une loi que Binyamin Netanyahou tente actuellement de promouvoir avec les partis orthodoxes. Et justement, Nadav Haetzny, dans son éditorial, déplore le double jeu du Premier ministre face à ces partis orthodoxes. Et il parvient à la conclusion qu'au lendemain des élections, l'État d'Israël aura absolument besoin d'un gouvernement
gouvernement d'union nationale sans les orthodoxes, sans réfractaires, écrit-il, et sans ennemis. Sarit Cohen-Avitan, elle revient aussi sur l'annonce du Premier ministre en faveur d'un gouvernement d'union nationale et elle affirme que cette annonce est une manœuvre de la part de Binyamin Netanyahou destinée à, je cite, à freiner l'hémorragie des derniers sondages dont souffre le Likoud actuellement. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Des silences qui font autant de dégâts que les crimes eux-mêmes. La semaine dernière, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, une femme a trouvé la force de briser ce silence. Cette femme, c'est Ilana Gritsevsky. On October 7, terrorists stormed our kibbutz, murdering, kidnapping and burning. They touched me and sexually abused me. I was beaten and mutilated before blacking out. I wake up half naked with 7 terrorists standing over me. Enlevée le 7 octobre, détenue pendant 55 jours dans les tunnels de Gaza, elle est venue raconter l'horreur. Les violences, les humiliations, les sévices sexuels qu'elle a subis pendant sa captivité. Elle parlait pas seulement en son nom, elle parlait aussi pour celles qui ne sont jamais revenues, pour celles qui ne peuvent plus témoigner et pour celles qui encore aujourd'hui n'osent pas parler. Il faut un courage immense pour raconter publiquement une telle souffrance, revivre son traumatisme devant les caméras du monde entier, s'exposer aux doutes, aux insultes, parfois même à la haine, car les victimes de violences sexuelles savent qu'au-delà de leur douleur, elles devront souvent encore prouver ce qu'elles ont vécu. Mais ce qui est sans doute le plus bouleversant dans cette intervention, c'est qu'Ilana n'a pas seulement demandé de la compassion, elle a demandé une chose encore plus simple, être crue. Why were you silent? Please look at me. Do you believe us now? Will you apologize? Son regard s'est alors tourné vers la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les violences faites aux femmes, Rehem Al-Salem, et il suffit de regarder sa réaction. Aucune compassion, aucune empathie, aucune parole de réconfort face à la détresse de cette jeune femme profondément meurtrie. Dans un rapport consacré aux violences faites aux femmes, les crimes sexuels attribués au Hamas n'étaient pas mentionnés. Pourquoi, a demandé Ilana. Question simple, question à laquelle la rapporteuse a refusé de répondre. Bien sûr, il est légitime d'examiner les faits avec rigueur, et c'est même indispensable. Mais lorsque les témoignages et les vidéos s'accumulent, lorsque des enquêtes indépendantes, des experts et même des instances des Nations Unies ont estimé qu'il existait des éléments crédibles attestant de violences sexuelles commises au 7 octobre et pendant la captivité continuent à détourner le regard, devient un choix. Et ce choix est dangereux, car il ouvre la voie à une nouvelle forme de négationnisme. Non seulement celui qui nie les crimes, mais celui qui relativise, les passe sous silence ou considère que certaines victimes méritent moins d'être entendues que d'autres. Le courage d'Ilana mérite notre respect. Son témoignage doit être entendu dans le monde entier. Face à toute tentative d'effacer ou de minimiser ces crimes, notre responsabilité est simple. Porter la parole de ces femmes et de ces hommes qui ont subi des atrocités. Pour eux, pour les victimes qui tentent de se reconstruire, mais aussi pour nous, nos enfants et nos petits-enfants, car si nous cessons de transmettre ces témoignages, d'autres finiront par écrire l'histoire à notre place, et c'est précisément ainsi que naît le négationnisme. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Fayad. Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste en géopolitique des hydrocarbures, géopolitique des métaux et avec vous, bien entendu, vous êtes d'origine libanaise et avec vous, je voudrais que l'on essaye de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cet accord qui a été conclu vendredi à Washington entre Israël et le Liban. En Israël, certains ont parlé d'accord historique. Est-ce que c'est le terme que vous utiliseriez, vous, pour parler de cet accord ? Ou alors c'est plutôt un premier pas, comme a dit le président libanais Joseph Aoun hier ? Moi, je pense qu'on peut parler de premier pas, comme disait le président libanais Joseph Aoun, parce que historiquement, il y a quand même eu entre Israël et le Liban l'accord du 17 mai 1983, qui était un accord définitif, pour le coup, pas un simple accord cadre, et qui avait été validé à l'époque et par les parlements israéliens et libanais et par les gouvernements israéliens et libanais.
Alors concrètement, cet accord, et c'est le sentiment que l'on a lorsque l'on voit surtout les réactions des Libanais, c'est que l'essentiel de cet accord, c'est de voir Israël se retirer du sud Liban. Il peut y avoir, on va dire, une contradiction avec les intentions israéliennes, qui est de maintenir une forme de sécurité, de se préserver à travers la zone de sécurité que l'État d'Israël a conquis ces dernières semaines, une forme de protection pour la population du nord d'Israël. Est-ce que vous pensez qu'on peut concilier les deux ? C'est possible de trouver un modus vivendi entre le Liban et Israël ? Non, mais ce qui a été dit de part et d'autre, c'est simplement pour parler à l'opinion. C'est-à-dire, les Israéliens veulent dire que la sécurité d'Israël est la priorité, et les Libanais vont dire que l'intégrité du territoire libanais est la priorité. C'est tout ça, c'est dans la logique politique et démocratique, puisque les deux pays sont les seules démocraties du Moyen-Orient. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'accord lui-même assure le départ de l'armée israélienne, puisqu'il dit qu'Israël n'a aucune intention de conquête territoriale sur le Liban, respecte l'intégrité territoriale du Liban. Et en même temps, la souveraineté libanaise, la restauration de la souveraineté libanaise est quand même conditionnée au désarmement complet et total du Hezbollah. Donc tous les éléments des uns et des autres se retrouvent quand même dans ce texte. Donc j'invite vraiment les gens à lire ce texte, parce que j'ai entendu même les commentaires côté israélien de l'opposition israélienne, Lapid, Bennett et d'autres qui racontent vraiment, je suis désolé, mais n'importe quoi. Je pense pour des raisons politiques, parce qu'ils sont opposés à Netanyahou, mais du coup, vraiment les choses qu'ils racontent sont complètement fausses. Puisque toute leur critique se trouve couverte par ce texte. Ce texte est vraiment un bon texte qu'il faut défendre indépendamment de l'appartenance politique. Donc j'invite vraiment chacun à le lire. Tout ce que les Israéliens souhaitent est dedans, et tout ce que les Libanais souhaitent est dedans. Donc les Libanais souhaitent que l'État libanais et l'armée libanaise retrouvent le sens même du monopole des armes, de la souveraineté libanaise, d'un État fort, d'une armée forte, tout y est. Et les Israéliens souhaitent retrouver la sécurité, la stabilité, une normalisation, une reconnaissance mutuelle, tout y est. Donc il faut vraiment essayer de dépasser les petites querelles politico-politiciennes et lire cet accord qui est un bon accord, un accord vraiment à défendre, et certainement pas à faire le jeu de la République islamique d'Iran et du Hezbollah en l'attaquant. Alors, vous avez évoqué, bien entendu, l'accord de 83, qui, lui, était d'une certaine manière historique, mais cet accord, il ne s'est pas concrétisé, et on a peut-être parfois le sentiment que dans les relations entre le Liban et Israël, eh bien, il y a toujours cette problématique de concrétiser quelque chose qui a été envisagé, par exemple, même à l'époque, en 82, entre Ariel Sharon et Bachir Gemayel. Ça ne s'est pas concrétisé, Gemayel a été assassiné, l'accord de 83 ne s'est pas concrétisé. Qu'est-ce qui peut permettre de penser que le Hezbollah laissera cet accord se concrétiser ? Déjà, l'accord entre Bachir, Gemayel, Begin et Sharon, il a été conclu le 14 septembre 1982, le jour même où Bachir Gemayel a été tué. Ensuite, par rapport à l'accord israélo-libanais du 17 mai 1983, il faut quand même se rappeler, les archives de la bibliothèque Ronald Reagan le confirment, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont été les fossoyeurs de l'accord, puisque en fait les États-Unis à travers McFarlane, qui était l'envoyé spécial de Ronald Reagan, est parti voir Hafez el-Assad pour lui dire que s'il veut saboter l'accord, qu'il n'y a pas de problème. Donc en fait les États-Unis avaient été les médiateurs de cet accord, et en même temps ont été les fossoyeurs. Et là aujourd'hui également, la partie américaine est vraiment la condition du succès de cet accord, parce que ce sont aux États-Unis qu'est la mission en fait de renforcer l'armée libanaise. C'est aux États-Unis qu'est la mission également de fournir l'aide en fait financière et pour l'armée libanaise et l'État libanais. Donc il y a un rôle qui est donné aux États-Unis. D'ailleurs, le 14e point de cet accord cadre est simplement un remerciement aux États-Unis.
Donc les États-Unis ont vraiment un rôle Et à oui, jouer. mais là justement, Michel, les États-Unis aujourd'hui, on le sait, c'est pas, on va dire une administration qui est uniforme. Il y a le côté Marco Rubio qui semble avoir voulu avoir sa revanche à travers cet accord par rapport à l'axe J.D. Vance, Steve Witkoff et Jared Kushner. Et là, quelque part, tout dépendra du président Trump. On n'a pas le sentiment aujourd'hui que le président Trump, il peut être intéressé à un tel accord. Il donne la priorité, le sentiment qu'il donne, c'est qu'il est beaucoup plus proche de l'axe des isolationnistes que de l'axe des républicains traditionnels. Vous savez, c'est assez complexe par rapport à Trump. Moi, je pense que Rubio n'a pas signé cet accord sans l'accord de Donald Trump. D'ailleurs, la presse américaine et la presse libanaise ont révélé que avant la signature de l'accord, il y a eu plusieurs appels téléphoniques entre le président libanais Joseph Aoun et Donald Trump. Et je pense donc que cet accord a été fait avec bien évidemment l'accord de Donald Trump. Et avec aussi des garanties de préservation, de protection pour le président Joseph Aoun ou même l'ambassadrice du Liban. Parce que la presse israélienne ce matin affirme qu'il y a eu des promesses faites par les Américains de protéger le président Aoun. Non, moi, je ne crois pas à toutes ces protections sécuritaires. Vous savez, Bachir Gemayel a été tué. Alors, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, mais avec tout mon respect pour Joseph Aoun, qui est Joseph Aoun à côté de Bachir Gemayel? Oui. Il n'y a aucune garantie. On ne peut pas garantir la vie de quelqu'un. Non, mais là aussi, aujourd'hui, dans le... Rabin qui a été tué, au Liban, Rafik Hariri, Bachir Gemayel, il n'y a personne qui peut garantir la vie de qui que ce soit. Alors aujourd'hui, on a quand même le sentiment que même s'il y a des grincements de dents, il y a des affrontements comme c'était le cas avant-hier soir entre les Iraniens et les Américains, on a vraiment le sentiment tout de même qu'aujourd'hui, on va dire, la voie prioritaire de Donald Trump, c'est un règlement avec l'Iran. Et qui dit règlement avec l'Iran peut dire dans les négociations un engagement des Iraniens à protéger le Liban, entre guillemets, ou protéger le Hezbollah, et donc à essayer de faire torpiller cet accord. Oui, mais il y a des choses qu'il faut prendre en compte. Vous savez, au Liban, il y a la deuxième plus grande ambassade des États-Unis au monde. Elle a coûté $1 milliard pour être construite. Le Liban est donc une plateforme pour les renseignements américains de premier ordre pour toute la région. La plus grande ambassade des États-Unis au monde est en Irak. Donc ce sont quand même des pays, Irak, Liban, où les États-Unis ne veulent pas lâcher la main. Les Américains ont pris vraiment l'ascendant au Liban depuis 1957, parce que jusqu'à 1957, si vous voulez, le Liban était un peu sous contrôle anglais et arabe. Et à partir de 1957, le Liban est passé sous le contrôle américain et arabe, et du coup plus récemment iranien. Et les Américains ne vont pas complètement lâcher contrôle du Liban. Et donc le Liban va rester dans cette... je pense, un intérêt d'une manière ou d'une autre pour les Américains. Rappelez-vous que même J.D. Vance a fait une ode pour les chrétiens du Liban il y a même pas une semaine. Donc non, je pense que le dossier libanais est quelque chose qui reste quand même important aux États-Unis. Mais ce que vous disiez est vrai, c'est-à-dire que l'Iran a aussi, lui, des capacités à faire saboter cet accord, et tout va dépendre justement des Américains. Est-ce qu'ils sont prêts à tenir pour que cet accord se fasse? Ou alors, une fois que les Iraniens et le Hezbollah vont essayer de le torpiller, les Américains vont juste lâcher. Alors, une dernière question subsidiaire, c'est la question incontournable. On la pose pour savoir effectivement s'il y a vraiment quelque chose à espérer. C'est la France. Est-ce que, dans un tel contexte, la France est absente? Vous savez, la France et l'Italie ont dit qu'ils travaillaient sur une sorte de mission qui remplacerait la FINUL, etc. Et aujourd'hui, l'accord cadre a complètement balayé cette option, puisque ce rôle est donné et confié aux États-Unis. Donc oui, la France a perdu un peu tout rôle dans cette histoire. Ça vous surprend pas ou ça vous déçoit pas? Vous savez, malheureusement, la politique française au Liban, depuis depuis le départ du général de Gaulle, est une politique qui est alignée avec celle des pays arabes. Ce n'est pas une politique en faveur du Liban et des chrétiens du Liban. C'est systématiquement, donc depuis le départ du général de Gaulle, une politique en faveur des pays arabes, alignée avec eux, avec l'Arabie Saoudite principalement.
et donc qui n'a rien à voir avec les intérêts des Libanais et encore moins avec les intérêts des chrétiens libanais. Eh bien, Michel Fayad, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et d'avoir commenté donc cet accord qui a été signé vendredi entre le Liban Accord qu'il faut soutenir. Voilà, il faut soutenir. Bien oui, nous, en Israël, en tout cas, on espère véritablement qu'il se concrétisera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée et bonne continuation. À bientôt. Merci.